Salut tout le monde. Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Tiens, je sais même plus quelle heure il est, j'ai plus de montre. Ce matin j'ai décidé de plus porter de montre. Je me suis rendu compte que j'avais une réaction au fait de porter une montre. C'est bizarre, c'est comme si avec ma sensibilité, le fait d'avoir une montre, ça me créait une sorte un truc bizarre, comme un attachement, comme un bracelet, comme une menotte. Donc, est-ce que je peux... Mince alors. Bref, il doit être à peu près 12h30. Et je n'ai même pas fait attention à la date. Bref, c'est aujourd'hui. Je voulais prendre un petit café avec vous. Et puis en profiter pour donner quelques éclaircissements, mais aussi partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ma quête de vie, ou je dirais ce que j'essaye d'atteindre. Il y a quelques jours, j'ai eu une longue conversation au téléphone avec un ami américain qui est extrêmement brillant. Et on s'adore et des fois on parle pendant des heures. Et il m'a demandé, mais finalement c'est quoi ta quête ultime dans cette vie? Et comme ça fait un moment que je fais un travail où j'assume complètement ma curiosité par rapport au sens de la vie, et ben je lui ai dit que j'aspire à retrouver ou à révéler mes capacités d'amour qui m'ont été conférées avant ma naissance, et de les assumer complètement, en gros d'assumer complètement mon amour de l'autre, mon amour de la création, sans honte, sans hésitation, et de repousser tous les endoctrinements que j'ai traversés durant ma vie. Et donc je voulais en parler un petit peu aujourd'hui sur... je sais pas comment le dire, c'est pas une sorte de quête personnelle, c'est plus d'embrasser ce voyage vers qui j'étais avant, pendant et juste après ma naissance. C'est un peu similaire à l'œuvre de Paulo Coelho, l'alchimiste, où en fait on suit les pérégrinations d'un jeune homme, un berger, et qui va aller d'expérience en expérience et qui démarre son voyage en étant assis d'une certaine manière sur un trésor symbolique, et il va vivre énormément de choses, déployer, développer sa sagesse de vie pour finalement se rendre compte que la réponse à ces questions existait depuis le début, et qu'elles étaient là comme un trésor que l'on ose ouvrir au début de sa vie, qui a déjà toutes les réponses. Mais d'où la nécessité du voyage pour pouvoir se rendre compte qu'il y avait un trésor depuis le début. Donc je bois de temps en temps mon café, m'en voulez pas. Donc avant de commencer, je voulais porter un certain nombre de clarifications concernant la perception de certaines personnes au sujet de cette chaîne et de ce que je partage. Donc mon sujet n'est pas la politique,
je me sers de tout ce que je lis, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entreprends comme des opportunités pour comprendre cette vie. Hein. Et donc la politique, comme la géopolitique, m'aide à avoir des informations sur le genre humain, mais aussi comprendre des alignements ou des révélations hein, lorsqu'on voit ce que l'on pourrait appeler de dysfonctionnel dans le monde, de tragique, de violent. Donc mon propos, ce n'est pas de promouvoir un camp plus qu'un autre, même si je sais bien que je peux donner cette impression d'avoir choisi un camp. La notion de gauche et droite est différente en France et elle est différente aux États-Unis. Et je peux être assez virulent vis-à-vis de la gauche en général parce que je considère que j'ai été endoctriné à montrer patte blanche et à être à accepter de me conformer et à être asservi d'une certaine manière. Alors, je considère qu'aujourd'hui, le concept de gauche et droite dans le monde, c'est d'une certaine manière, comme on dit en anglais, un scam. C'est une forme de manipulation qui a pour but de créer la division parce qu'il y a des forces qui nous dépassent, animées par des velléités, je ne sais pas, ou des intérêts en tout cas, qui vont à l'encontre des intérêts des peuples. Et donc, cette division gauche-droite est d'une certaine manière un peu l'idiot utile du... Je suis désolé pour le bruit. Vous avez un petit aperçu de la vie américaine, on va dire. Et donc, bon, je partage un café avec vous, donc n'en voulez pas si je réfléchis en même temps. Le rythme risque d'être assez lent. J'espère que vous aurez la patience. Mais en gros, aujourd'hui, le monde est divisé en deux grandes catégories. Les progressistes, libéraux, modernes, laïques, on va dire, mondialistes, et les identitaires, populistes, et en gros le peuple et tout ce qui est lié au sacré. Voilà. Donc aux notions d'héritage et le rapport à une éventuelle transcendance. Et depuis que je fais mon travail, j'ai pu avoir une clarté sur quelles étaient mes convictions. Et donc aujourd'hui, pour être précis, je ne me sens ni de gauche ni de droite, mais par contre, mes valeurs, qui sont des valeurs traditionnalistes, conservatrices, famille, patrie, paix et harmonie entre l'homme et la femme, une structure qui accepte, qui assume sa dimension genrée et le rapport et le lien avec les ancêtres et le respect de l'héritage culturel des peuples. Donc c'est dans ce cadre-là que mes valeurs s'alignent plus du côté d'une sorte de conservatisme américain populiste. Donc pour faire court, donc je me sens plus près du peuple que le bobo parisien que j'étais lorsque j'ai grandi en France. Et donc aujourd'hui, mon propos, c'est de parler d'amour, même si on s'en rend pas compte. Et mon but n'est pas de diviser, mais pourtant, je me refuse à marcher sur des œufs et je suis prêt
à recevoir, à accueillir des pensées divergentes, voire opposées à la mienne, pour peut-être avoir une chance de me rapprocher d'une hypothétique vérité. Donc j'espère, je crois que mon intention est bonne. En tout cas, j'ai envie de le croire. Et donc voilà, je voulais parler de ce que j'ai répondu à mon pote au téléphone. Je lui ai dit, écoute, moi mon but c'est de retrouver, de m'émanciper face à tous ces endoctrinements pour pouvoir retrouver le petit Athème qui avait 1 an ou 2 et qui avait déjà tout compris au niveau de l'amour et qui, en grandissant et en développant son ego, a dû se conformer face à l'immaturité émotionnelle familiale, mais aussi de la société, et au développement de l'ego dans nos sociétés actuelles qui est devenu roi, qui est devenu notre maître, alors qu'il aurait dû être juste un moteur, une ressource. Et donc je me rappelle très bien quand j'étais petit, je suis passé par plusieurs étapes de perception, mais je me rappelle très très bien mon premier souvenir. Et j'étais tout petit, je marchais à peine. C'est vraiment mon premier souvenir. Je me rappelle de rien avant celui-là. Je tenais à peine debout. Je crois que je commençais à peine à marcher. Je ne sais pas quel âge on a. Et je crois que j'étais dans la cuisine. Je ne sais pas quel âge on peut avoir lorsqu'on commence à marcher. En tout cas, j'étais très petit. Et comme j'étais petit, je ne pouvais pas voir le visage de mes parents puisqu'ils étaient tellement grands ils étaient tellement grands que j'avais l'impression que je n'aurais jamais accès à leur visage. Et donc j'étais dans cette cuisine et puis ma mère était adossée au frigidaire. Et je sais qu'elle parlait à mon père qui était hors champ. Et moi, comme j'étais tout petit, je voyais que ma mère au niveau du genou, dans le meilleur des cas, au niveau de ses hanches. Et je voulais à tout prix qu'elle me prenne dans ses bras, et je tirais sur sa robe, j'essayais d'attraper sa robe et tout. Et malheureusement, je n'ai jamais eu de réponse à mon désir d'être porté par ma mère. C'est comme si j'avais passé le plus quart de mon enfance à vouloir que ma mère me serre dans les bras et que je n'ai jamais eu le courage de lui demander. Et donc ce premier souvenir, j'avais pas l'impression que j'étais séparé de mes parents. J'avais l'impression que moi, mes parents, ma mère, mon père, la cuisine, que tout ça c'était la même chose. Mais je sais très bien que j'avais des capacités, je le sens, c'est très difficile à décrire, c'est comme si j'avais des capacités infinies d'amour. Et donc j'ai grandi, et petit à petit mon ego s'est développé, donc la division avec le monde, cette illusion qu'est la division s'est forgée. Et donc j'ai commencé à exister séparément et donc avoir mes propres désirs, mes propres... mais j'ai grandi d'une certaine manière avec beaucoup d'hésitation à assumer qui j'étais, cet être capable d'amour incroyable, parce que le monde me renvoyait à mon image en permanence que mon amour était,
était bizarre, et était peut-être trop puissant. Il y avait comme une sorte de retenue culturelle en France à l'époque où en gros je ne pouvais pas assumer complètement mon amour, qu'en fait il devait être associé à un désir. Alors que depuis l'enfant, j'ai une sorte de capacité non seulement d'amour, mais de contemplation, je m'émerveille, voilà. J'ai beaucoup de joie à m'émerveiller, à regarder les humains, un coucher de soleil. C'est comme si depuis l'enfance, depuis que je suis tout petit, je ne fais pas de séparation entre le magnifique que l'on peut vivre lorsqu'on se balade en forêt, dans la nature, et le magnifique que l'on peut percevoir en rencontrant des gens et en voyant à travers leurs yeux, leurs regards, leur vie, des choses qui sont aussi belles que de contempler une montagne. Donc Donc encore une fois, lorsque j'ai créé cette chaîne, c'était plus pour commencer à y voir clair et être dans l'action parce que je découvre maintenant quel était mon désir initial, c'est d'unifier le athème mythique, ancestral, celui qui existe depuis avant ma naissance, avec l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est comme si, à force d'amour, d'hésitation, de traumatisme, j'avais accepté de ne pas faire de vagues dans ma vie, d'accepter de marcher sur des œufs, et que ma capacité d'amour, ma capacité d'émerveillement était vécue comme quelque chose de bizarre, voire un archaïsme, et parfois pire, comme une forme de violence, d'être un peu ce miroir gênant. Et il m'a fallu longtemps pour commencer à comprendre et assumer mon amour pour le monde et l'humain, en faisant un travail titanesque pour comprendre la nature humaine, en étudiant la psychologie, en étudiant les religions, en lisant énormément de livres sur, notamment de grands auteurs chrétiens, sur ce que ça voulait dire d'être un homme, un père. Et donc j'ai grandi avec cette perception, cette sensibilité, ces capacités, mais qui ont été plus un problème pour moi qu'autre chose, parce qu'elles ont créé de la gêne, de l'inconfort chez certaines personnes, notamment celles que j'aimais le plus. Et mes capacités, mon désir d'amour, je dirais une forme de finesse qui est entre guillemets anormale ou peu conventionnelle, et j'ai eu l'impression d'avoir été condamné toute ma vie pour ne pas avoir été normal et comme tout le monde, où tous les potards étaient normaux. Et donc si je me révèle à vous à travers cette chaîne, c'est pour partager mon chemin, mais aussi par nécessité d'agir et de ressentir plutôt que de réfléchir. Donc lorsque je vous parle et que je partage tout ça, c'est une épreuve pour moi d'une certaine manière, parce que je dois l'articuler intellectuellement en disant des mots, alors que je sais que c'est pas là où ça se joue. En gros, avec cette chaîne, pour moi, c'est comme d'une certaine manière faire un acte qui peut être perçu chez certaines personnes comme un acte de subversion, mais aussi une sorte de crise d'adolescence décalée.
Et en fait, j'ai grandi avec ce désir d'amour et aussi une capacité d'amour que je n'ai pas pu déployer. C'est-à-dire que je me suis heurté face à l'esprit normatif des sociétés modernes qui, sur papier, veulent vraiment promouvoir l'amour, le respect de l'autre, tout ça, alors que tout en ayant la nature humaine et ses difficultés, d'une certaine manière, c'est comme si la société moderne essayait de nous faire croire que pour être une personne capable d'amour, de respect, il suffisait de se forcer ou de faire des lois qui t'imposent de ne pas faire de mal à l'autre et d'appeler ça de l'amour. Et donc j'ai grandi dans un monde où je me suis heurté à ce qu'on appelle aux États-Unis au normisme, à une société de normaux-pensants. Et quand je dis normaux-pensants, je ne parle pas juste intellectuellement, même au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai été très attiré par l'art, la narration visuelle, le beau, le fin, le créatif. Parce que c'est là que j'ai pu trouver refuge, ou c'est là où mon cœur a pu trouver refuge. Et donc, j'ai grandi avec cette tyrannie du monde et des autres qui, d'une certaine manière, recevaient très mal mon désir d'amour et, d'une certaine manière, me le renvoyaient au visage. Je me suis senti vraiment rejeté, alors que mon but c'était uniquement d'aimer. Et j'ai l'impression d'avoir grandi avec des caractéristiques qui peuvent parfois, souvent, créer de l'inconfort chez l'autre. Et ça doit être certainement lié à mes caractéristiques, non seulement de recherche d'amour et d'amour véritable, je parle, pas un amour transactionnel, et aussi à mes caractéristiques HPI, haut potentiel émotionnel ou intellectuel, peu importe. Et il s'avère que le commun des mortels n'a pas envie d'être aimé, comme on pourrait le croire. Il a envie que l'on aime la part qu'il a fabriquée. On est tous plus ou moins inconscients du personnage que l'on a créé. Mais il y a un vrai personnage en dessous qui est d'une profondeur, d'une authenticité, d'une lumière qui dépasse l'entendement. Et celui-là, il est enterré bien profondément. Et lorsque un énergumène comme moi arrive avec une innocence, des capacités d'émerveillement entretenues intentionnellement, et une curiosité infinie, donc des fois dans mes interactions, je réalise que l'autre ne veut pas que je l'aime dans ce que je perçois de profond chez lui, mais que je me contente d'aimer uniquement la coquille qu'il a fabriquée. J'ai par exemple l'exemple où j'ai celui qui me loue l'appartement dans lequel je suis, là, ici à Santa Monica, et qui est extrêmement riche. C'est un ancien avocat de renom, et les deux, lui et sa femme, n'ont pas d'enfants, mais ils ont une vie pleine de réussite matérielle. Et un jour, il y a quelques mois, il me dit Athème, tu sais, on t'apprécie beaucoup, c'est rare de rencontrer des gens avec autant de gentillesse. Et il me dit, si tu savais dans le monde dans lequel j'ai navigué, les clients que j'ai reçus, à quel point ils pouvaient être horribles, monstrueux. Et moi, je
j'étais content de son appréciation, et avec ma sensibilité, ma naïveté, je lui pose la question, écoute, je suis curieux de savoir comment tu as fait pour pas devenir comme eux. Et là, ça a été un embarrassement parce que je pense qu'on lui avait jamais posé la question et il n'a pas su me répondre. Et je me rends compte que dans mon désir de connexion et d'amour, je crois que j'ai créé un embarrassement ou de la gêne, alors que mon but n'était pas de faire du mal. Et donc ce sont des situations comme ça qui ont été des indices que l'amour véritable n'est pas si facile que ça, qu'il y a quelque chose qui est déjà en nous, inscrit, mais que on a créé une structure sociétale, culturelle, civilisationnelle et humaine pour nous asservir, nous limiter dans notre amour et nous empêcher d'aimer véritablement, sans agenda, sans désir transactionnel, simplement aimer l'autre au même titre que aimer la montagne ou aimer un lac ou aimer un coucher de soleil. Et donc non seulement j'ai grandi avec cet endoctrinement que mon amour était dysfonctionnel, qu'il devait être mesuré, conditionné et associé à un désir. Et plus je fais ce travail d'embrasser mes caractéristiques que j'avais lorsque j'avais 1 an ou 2 d'amour total, j'avais l'impression quand j'avais 1 an ou 2, j'avais un amour altruiste niveau infini et que j'aimais sans attendre rien en retour. Et plus je fais le travail que je fais depuis plusieurs années, notamment grâce à cette chaîne, plus j'accède à des plaisirs puisque mon amour devient de moins en moins conditionnel. Et donc je suis en train d'essayer de me rappeler un souvenir. Et donc j'ai dû lutter pour trouver ma voie entre ce que la société veut nous faire croire de ce qu'est l'amour, qui est plutôt une forme d'asservissement. C'est de dire l'amour c'est ne fais pas de mal à ton prochain, marche sur les clous et déteste ceux qui te font du mal. Et je me rappellerai toujours, pendant que je faisais mon travail, donc ça fait pas mal d'années maintenant, à un moment donné j'étais en France et j'étais tellement content d'être en France vu que je suis un amoureux de la France, mais j'avais fait du chemin déjà et là j'avais déjà commencé à comprendre ce que je suis en train de vous décrire et je me retrouve en France et puis je voyais les gens autour de moi et j'avais une vraie appréciation et donc ça s'exprimait sous la forme d'un sourire sur mon visage et je me rappelais toujours j'ai une de mes sœurs qui me dit Atem, arrête de sourire, tu vas passer pour un fou. Et donc là j'étais là et puis j'ai remarqué aussi que quand j'étais dans la rue, que je me baladais et que je souriais notamment aux femmes de manière complètement innocente, je voyais la gêne que je causais, elle devait se dire qu'est-ce qu'il me veut et j'ai eu des fois cette ambiance vraiment inconfortable. J'ai eu cette femme qui a refermé son manteau en pensant que je devais être un creep et alors que j'aligne simplement mon émerveillement pour le monde, la vie, aux humains et donc quand j'ai commencé quand j'ai entamé ma quête spirituelle et que j'ai commencé à lire et tout, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul et voilà. Et aujourd'hui je comprends que
que la vie nous donne tout pour comprendre. Notre sagesse de vie, que quasiment tout nous est donné, sans même, si on le voulait, sans même lire de livres. On a déjà accès à un niveau à des opportunités de compréhension pour nous donner une chance ou l'espoir d'atteindre un niveau d'amour que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et même quand j'en parle aujourd'hui avec cette vidéo, j'ai des hésitations puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous, même de mes amis, doivent se dire qu'est-ce qu'il raconte, il est certainement parti en spirale, ou voir que peut-être que je suis quelqu'un de faible et que l'amour que je décris c'est une forme de mièvrerie archaïque. Et donc j'ai découvert que tout ce que l'on vit, pour moi, c'est mon opinion, n'est pas lié au hasard, que tout ce que l'on vit sont des cadeaux, des opportunités pour faire un travail en nous-mêmes, un travail, je dirais, de curiosité, voire de correction, pour pouvoir se libérer de tous les endoctrinements, tous les rouages que nous avons construits autour de nous pour nous conformer à cette société et pour entretenir ce que j'appellerais la peur d'exister, la peur d'être en lumière, la peur d'aimer son prochain sans attendre quoi que ce soit. Et dans mon cas, je sais que j'en parle souvent, parce que je sais que c'est pas innocent. Lorsque j'ai rejeté mon père, c'est pas simplement une histoire de famille et quelque chose de tragique. J'ai compris que non seulement j'avais fait un sacrilège, et je ne reviendrai pas là-dessus concernant le rapport du père au fils, mais aussi que je m'étais endommagé parce que peu importe les situations que l'on peut avoir avec l'autre, moi en l'occurrence avec mon père, je l'aimais vraiment à tellement de niveaux, indépendamment de ses caractéristiques, c'est pas le propos. Et il avait beaucoup de dysfonctions et de choses, mais je l'aimais. Je me suis cru plus malin que les autres en pensant que je pouvais m'associer à la haine que ma mère avait vis-à-vis de mon père et que j'ai cru que je pouvais m'échapper en rejetant mon père et en supprimant mon amour que j'avais pour lui. Ce que je ne me rendais pas compte à l'époque, c'est ce que j'ai découvert il y a quelques années, c'est que je suis persuadé qu'il y a en nous des caractéristiques d'amour infini, en tout cas auxquelles on doit tendre, qui existent en nous d'une certaine manière, et que lorsqu'on les réfrène, on crée je ne sais pas comment mieux le dire, un pourrissement. C'est comme si l'expérience que j'ai avec mon père m'a fait réaliser qu'en fait, si on veut avoir une chance d'accéder à son potentiel de vie et de développement dans cette vie, il fallait embrasser notre nature d'amour. Et que toute forme de restriction, de se dire bon ben lui c'est un connard, je vais pas l'aimer, en fait on se tire une balle dans le pied et on crée un pourrissement qui fait qu'on réfrène notre cœur à un certain niveau, c'est-à-dire en pensant, en étant dans la confusion, en se disant voilà celui-là il m'a fait du mal donc il mérite ma haine et pas mon amour. C'est comme si on découpait une partie de son cœur qu'on jetait à la poubelle. Et donc c'est comme si en fait on a des ailes énormes et à chaque fois qu'on se dit bon ben j'ai une souffrance avec un tel ou un tel,
donc je réfrène mon amour. Et là, à ce moment-là, on réduit ses ailes. Et moi, dans mon cas, lorsque j'ai rejeté mon père, j'ai pas su que ce que je faisais, c'était... j'étais en train d'étouffer mon cœur. J'ai limité mes capacités d'amour alors que et donc j'étais en train de m'handicaper au niveau de mes capacités d'amour. Et donc c'est comme si, en réfrénant mon amour pour mon père, j'avais réfréné aussi mon amour pour le reste du monde. Parce que je ne crois pas que l'on puisse être sélectif. Je ne crois pas qu'on puisse se dire, bon ben, j'aime Carlos, il est sympa, il me fait rire. Là, j'aime pas mon père parce qu'il a été comme ci, comme ça. Et il y a quelque chose, en tout cas, d'ordre spirituel qui se passe. Et donc j'imagine que ça fait partie du film de nos histoires de vie. Et aujourd'hui, je réalise que l'on peut aimer tout et son contraire, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire encenser, promouvoir les horreurs que l'humain peut faire, mais ça veut dire qu'on peut être dans un amour détaché de l'ego, similaire à l'amour que l'on a lorsqu'on est face à quelque chose qui n'a pas d'ego, c'est-à-dire une montagne, un arbre, un coucher de soleil. Et aussi bien aimer le scorpion et le serpent, en sachant qu'ils peuvent nous faire du mal. Et donc je pense que c'est le même principe entre humains, en tout cas c'est ce que je découvre pour moi, qu'il y a nécessité d'amour ultime, altruiste, inconditionnel, si on veut avoir une chance de pouvoir se retrouver et de réussir le chemin comme le berger dans L'Alchimiste de Paulo Coelho. Parce que tout est lié. Lorsqu'on accepte d'aimer l'autre, quel qu'il soit, même celui qui nous a fait du mal, donc on ouvre une porte vers l'accès à notre être authentique. Et à ce moment-là, on permet d'accéder à des niveaux de vitalité qui créent notre réalité. Et donc nos chances de réussite aussi bien spirituelle que matérielle. Et donc voilà. Et donc encore une fois, le but de cette chaîne n'est pas d'être dans l'étude politique, ou entretenir une division, mais de partager ce chemin que j'ai peut-être pris depuis que je suis tout petit, et je suis en total émerveillement de voir que tout ce que je pensais était lié au hasard, le fait d'arriver en France, ensuite d'aller aux États-Unis, et que voilà, c'est comme si ce chemin de vie avait déjà été tracé pour moi, et je me demande si c'est pas moi qui l'ai pas tracé avant d'arriver dans cette vie. C'est une interrogation en ce moment que j'ai. Et si des fois j'utilise la politique, c'est parce que j'ai souffert d'un endoctrinement qui a limité mes capacités naturelles d'amour, notamment un des endoctrinements qui m'a fait le plus souffrir, c'est d'une certaine manière lorsque, entre guillemets, j'étais un bobo parisien, cet endoctrinement qui m'a poussé de force à développer à l'époque une détestation et un mépris pour le peuple
Et j'en souffre toujours aujourd'hui, comme je souffre du mal que j'ai occasionné à mon père en réfrénant mon amour pour lui. Je ferai peut-être une vidéo pour parler de ce concept du mépris du peuple. Et aussi bien culturel que politique, tout était convergé vers l'idée que le peuple était quelque chose de pas bien, que le populisme c'est une horreur, et que le peuple était quelque chose de foncièrement xénophobe, inculte, méprisant et méprisable. Et je me suis fait avoir. C'est en allant aux États-Unis que j'ai commencé à me réveiller, puisque la culture populiste, conservatrice est beaucoup plus assumée, beaucoup plus forte, et est le reflet des origines de la culture américaine et le génie américain d'avoir réussi à préserver le lien au sacré dans la culture américaine. Voilà. Enfin voilà, c'était pour juste partager que voilà, j'ai de plus en plus de clarté vis-à-vis de ce que j'essaie d'accomplir dans cette vie. C'est de réussir à me retrouver et assumer complètement mon amour de l'autre, du genre humain, sans honte, sans peur du jugement. Voilà. Je vous remercie les amis, je vous dis à bientôt. Salut!